3 fans obsédés par Michael Jackson qui ont fait de sa vie un cauchemar. Avez-vous déjà imaginé ce que l'on ressent lorsque l'on est l'homme le plus célèbre de la planète? Imaginez des millions de personnes scandant votre nom, pleurant à votre simple vue, prêtes à tout pour vous toucher, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Mais que se passe-t-il lorsque cette adoration aveugle bascule dans la folie pure? Que se passe-t-il lorsque le cri d'amour d'un fan se transforme dans un murmure glaçant la nuit, juste derrière la porte de votre chambre? La gloire a un prix, et pour Michael Jackson, ce prix a pris la forme d'un véritable cauchemar éveillé. Derrière les paillettes, les records de vente et la magie idyllique de Neverland, le roi de la pop vivait traqué. Traqué non pas par des criminels de droit commun aux motivations mercantiles, mais par ceux qui prétendaient l'aimer le plus au monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans les ténèbres de la célébrité absolue pour déterrer les histoires terrifiantes de 3 fans dont l'obsession pour Michael Jackson a littéralement détruit leur propre raison et transformé la vie de la star en un thriller psychologique permanent. Comment réagiriez-vous si des inconnus persuadés d'être mariés avec vous s'introduisaient chez vous, vous harcelaient sans répit, ou pire, vous envoyaient une arme à feu avec des instructions pour mettre fin à vos jours? Michael Jackson n'était pas seulement une star, il était un phénomène de société à l'échelle mondiale, une icône dont l'image était imprimée dans la rétine de chaque être humain sur Terre. À l'apogée de sa carrière, notamment après la sortie du raz-de-marée culturel qu'a été l'album Thriller au début des années 80, il ne pouvait plus faire un pas dehors sans déclencher des émeutes incontrôlables. C'est précisément cette omniprésence médiatique, cette surexposition planétaire, qui a agi comme un aimant irrésistible sur des esprits fragiles et fracturés. Pour la grande majorité du public, la musique de Michael apportait de la joie, une évasion vitale, une bande-son pour la vie de tous les jours. Mais pour une infime et pourtant terrifiante minorité, ces chansons étaient interprétées comme des messages codés, des appels personnels à l'aide ou des déclarations d'amour secrètes qui leur étaient exclusivement destinées. Le phénomène psychiatrique de l'érotomanie, cette illusion délirante d'être aimé par quelqu'un, souvent d'un rang social ou d'une notoriété bien plus supérieure, a trouvé en Michael Jackson sa tire et sa victime ultime. L'artiste, qui se disait souvent souffrir d'une profonde et poignante solitude malgré les foules immenses qui l'entouraient en permanence, se retrouvait paradoxalement asphyxié par une proximité non désirée, envahissante, suffocante et mortellement dangereuse. L'histoire globale a souvent retenu les excentricités de la star, ses choix vestimentaires ou l'architecture de son parc d'attractions privées, mais on a trop souvent passé sous silence la terreur quotidienne qu'il devait affronter face à ses prédateurs masqués derrière des visages de fans transis. La ligne de démarcation entre l'admirateur passionné qui campe devant une salle de concert et le harceleur implacable qui étudie vos moindres mouvements est parfois si fine qu'elle disparaît totalement avant même que l'on s'en rende compte. Prenons l'un des plus grands succès de l'histoire de la musique, un titre qui a fait danser la planète entière. Lorsque vous entendez la ligne de basse légendaire et percutante de Billie Jean, à quoi pensez-vous immédiatement? À des pas de danse lunaire défiant la gravité, à un clip révolutionnaire qui a brisé les barrières raciales sur MTV, un rythme pop et R&B irrésistible. Pourtant, ce morceau mythique cache une expérience la plus traumatisante et lugubre de la vie intime du chanteur. Bien que Michael ait souvent déclaré de manière diplomatique en interview que la chanson était un amalgame conceptuel des groupies qui suivaient ses frères à l'époque faste des Jackson, dans les années 60, son biographe J. Randy Taraborelli et les proches collaborateurs de la star ont révélé une vérité bien plus sombre, ancrée dans une réalité effrayante. Au début des années 80, alors que Michael commençait tout juste à savourer son indépendance artistique loin de la tutelle familiale, une femme a commencé à lui envoyer des lettres d'une insistance maladive. Elle ne se contentait pas de lui demander un autographe ou de crier son amour, elle affirmait avec une conviction effrayante et inébranlable que Michael était le père biologique d'un de ses jumeaux. Au début, l'équipe de sécurité et Michael lui-même ont ignoré ces courriers, les classant dans la pile des innombrables requêtes farfelues. C'était après tout le lot quotidien de n'importe quelle célébrité de cette envergure. Mais la correspondante anonyme ne s'est pas arrêtée là. Les lettres sont devenues de plus en plus sombres, de plus en plus accusatrices, glissant lentement vers la menace psychologique. Elle demandait comment il pouvait avoir le cœur assez ardu pour ignorer sa propre chair et son propre sang. Elle décrivait avec force détail la vie merveilleuse qu'ils pourraient mener tous les trois s'ils s'installaient ensemble et formaient la famille qu'elle avait construite dans son esprit malade. Les nuits de Michael ont commencé à être hantées par des nocturnes inaccessants, une anxiété qui rongeait son processus créatif. L'angoisse est montée d'un cran décisif un jour lorsqu'un colis d'une nature radicalement différente est arrivé à son domicile.
À l'intérieur, il n'y avait pas qu'une simple énième lettre de réclamation, mais une photographie claire de la femme accompagnée d'un objet lourd et glacial, une arme à feu. Le message manuscrit qui accompagnait ce macabre envoi ordonnait froidement à Michael de se suicider à une date et une heure véritablement très précises, calculées par son esprit dérangé. La femme expliquait avec une logique implacable, qui lui était propre, que si la société et la célébrité les empêchaient d'être ensemble dans cette vie terrestre, ils se retrouveraient inévitablement dans l'au-delà, précisant qu'elle abattrait elle-même le bébé et se donnerait la mort au moment exact où la montre de Michael s'arrêterait. L'effroi viscéral qui a saisi le jeune chanteur à ce moment-là est difficile à concevoir pour le commun des mortels. La rumeur tenace veut qu'il ait fait encadrer la photo de cette femme et l'ait placée en évidence sur la table de sa salle de manger, non pas par une affection perverse ou une fascination artistique, mais pour mémoriser chirurgicalement chaque trait de son visage, chaque imperfection, pour qu'elle parvienne un jour à déjouer l'immense dispositif de sécurité et à se retrouver physiquement face à lui. Cette femme a fini par être internée de force à un hôpital psychiatrique par sa propre famille, mais le spectre de son obsession maladive a donné naissance aux paroles immortelles que tout le monde scande sans en connaître le poids sanglant. L'histoire conceptuelle de cette fan psychotique a pris une tournure littérale absurde et judiciaire avec une autre harceleuse tenace, Gabriella Jamila Jackson, également connue sous de multiples pseudonymes, dont Lavon Police. Cette femme a poussé l'obsession identitaire à un point de non-retour en allant jusqu'à changer légalement son nom à l'état civil en Billie Jean Jackson, se persuadant corps et âme qu'elle était l'incarnation même de la chanson, l'élue secrète du roi. Pendant plus d'une décennie ininterrompue, cette fanatique a fait vivre un enfer procédural et sécuritaire à la star ainsi qu'à l'ensemble de sa famille, et elle a été arrêtée à de multiples reprises par les forces de l'ordre pour violation caractérisée de domicile, rôdant inlassablement, de jour comme de nuit, autour de la somptueuse propriété familiale des Jackson, située à Encino, en Californie. En 1987, en pleine vague de succès pour l'artiste, elle a intenté un premier procès en paternité absolument sans aucun fondement, qui fut bien sûr rejeté par la Cour faute de la moindre preuve matérielle ou biologique. Mais le rejet de la justice humaine n'a strictement aucun effet sur un esprit totalement consumé par le délire érotomaniaque. Des années plus tard, en 2008, alors que Michael Jackson, usé par les épreuves, tentait désespérément de retrouver un semblant de tranquillité et de vie de famille loin des tabloïds, elle a refait surface de manière spectaculaire et agressive en intentant un nouveau procès ubuesque. Cette fois, elle réclamait la somme astronomique de 1 milliard de dollars de pension alimentaire pour le soutien du plus jeune fils de la star, le petit Blanket, affirmant haut et fort sous serment devant les tribunaux estomaqués qu'elle était la mère biologique de l'enfant et l'épouse légitime et cachée du chanteur. Elle s'inventait de toutes pièces une vie conjugale complexe avec une star qui ne l'avait jamais regardée autrement comme une menace imminente, traduisant le danger perpétuel d'une idolâtrie sans aucune limite, où la frontière entre la fiction musicale adulée et la réalité judiciaire cauchemardesque s'estompe jusqu'à disparaître complètement. Si le cas terrifiant de l'inspiratrice de Billie Jean illustre parfaitement comment une obsession peut naître d'une fixation délirante sur une œuvre d'art, l'histoire de Denise Pfeiffer nous montre avec une brutalité inouïe à quel point l'idolâtrie pathologique peut engloutir la vie entière d'un individu et la pousser à franchir toutes les frontières au sens propre du terme comme au sens figuré. Denise n'était pas une citoyenne américaine perdue dans les lumières de Los Angeles. C'était une ancienne employée de banque ordinaire, vivant une existence banale, originaire de la région de Leicester, au Royaume-Uni. Son engouement pour le roi de la pop a débuté lorsqu'elle n'avait que 12 ans, un âge charnière où l'admiration enflammée pour une idole de la musique est courante, banalisée et généralement inoffensive. Mais pour Denise, cette admiration juvénile a muté année après année dans une maladie mentale insidieuse et ravageuse. Elle ne s'est pas contentée d'acheter frénétiquement tous les disques, de visionner les clips en boucle et de coller des posters grandeur nature sur les murs de sa chambre. Elle s'est progressivement convaincue, au plus profond de ses cellules, qu'elle et Michael partageaient un lien cosmique indéfectible, une essence émotionnelle commune que personne d'autre sur Terre ne pouvait comprendre. Elle déclarait à qui voulait l'entendre, avec un sérieux glaçant, que tous les deux aimaient profondément les enfants et les animaux et se souciaient profondément de la planète.
Sur la base de cette connexion philosophique totalement imaginaire et unilatérale, Denise a détruit et reconstruit l'intégralité de son identité pour l'adapter à ce fantasme absolu. Elle a littéralement ruiné sa vie financière, dilapidant ses évarnis et s'endettant lourdement, dépensant l'équivalent de près de 40 000 $ pour traquer physiquement le chanteur aux 4 coins du globe. Lors de la colossale et épuisante tournée mondiale Dangerous Tour, au début des années 1990, elle a suivi l'artiste sur presque chacune des 70 dates prévues, naviguant frénétiquement d'un continent à l'autre dans une transe obsessionnelle qui défiait la fatigue humaine. Elle dormait à même le sol glacial dans les terminaux aéroportuaires tentaculaires de Heathrow, épuisée, affamée, sale, dans le seul but inavouable d'apercevoir la silhouette lointaine de son idole, ne serait-ce que quelques secondes furtives, travers les vitres teintées d'un véhicule sécurisé. Cette femme, rongée par sa fixation, admettait n'avoir jamais eu de petit ami de sa vie, affirmant sans sourciller que la place était déjà prise dans son cœur de manière exclusive et que si Michael commettait l'irréparable en épousant une autre femme, cela laisserait en elle un vide cosmique impossible à recombler ou à réparer. Son dévouement absolu et terrifiant l'a conduite à prendre des risques physiques insensés, mettant en péril sa propre vie à maintes reprises. Elle a manqué de se faire écraser mortellement par la lourde limousine de la star dans une bousculade hystérique et finissait régulièrement écrasée à bout de souffle contre les barrières métalliques de sécurité au tout premier rang des concerts explosifs dans des états d'épuisement total nécessitant parfois une intervention médicale de grande urgence médicale. Mais le point culminant de cette folie galopante s'est produit en Allemagne, dans la ville de Francfort. Avec une audace manipulatrice que seule la folie clinique peut insuffler, elle a réussi l'impensable, déjouer les dispositifs de haute sécurité élite entourant l'artiste de renommée mondiale et de bluffer l'ensemble du personnel de l'hôtel de luxe pour s'infiltrer sournoisement dans les couloirs privés du dernier étage. Elle a affirmé par la suite être parvenue à passer plus d'1 heure et demie en tête-à-tête avec lui, l'interrompant dans son fragile espace de repos. Dans son esprit altéré par la projection fantasmatique, Michael se confiait à elle et l'avait intimement surnommée Wendy, en référence directe à la douce compagne de Peter Pan, renforçant ainsi son délire romantique et mythologique de manière dramatique. Sa course effrénée à travers le monde, financée par l'endettement massif et un déni de réalité effrayant, s'est soldée finalement de manière abrupte par une confrontation brutale avec la justice américaine. À force de transgresser inlassablement les règles sociétales, d'ignorer les limites géographiques et le respect sacré de la vie privée, l'ancien employé de banque britannique déchu s'est retrouvé derrière les barreaux froids d'une prison aux États-Unis, inculpé pour ses multiples infractions. Une fin pathétique et tragique pour une vie entièrement sacrifiée sur l'autel d'un amour fantasmé, un amour qui, pour la cible permanente de cette affection étouffante, prenait quotidiennement l'apparence d'une menace constante, imprévisible et omniprésente. Cependant, l'obsession ne se limite pas toujours à l'adoration romantique aveugle ou à la traque physique frénétique à travers le monde. Elle peut s'infiltrer de manière pernicieuse dans les sphères les plus vicieuses et bureaucratiques du système judiciaire, transformant la vie déjà ultra complexe de la célébrité en un calvaire administratif, financier et médiatique. C'est ici qu'intervient l'effarant et tortueux cas de Michelle Flowers, une femme dont les récits extravagants et sordides auraient aisément figuré dans un scénario de film d'horreur psychologique hollywoodien. Contrairement aux fans classiques qui idéalisent la star lumineuse sur scène lors d'une performance magistrale, Michelle Flowers a méticuleusement tissé sa toile de mensonges poisseux autour d'une prétendue rencontre intime survenue dans les conditions sociales les plus improbables qui soient. Selon ses déclarations lunaires et sordides, tout aurait commencé en 1982 alors qu'elle vivait une période de précarité absolue avec son mari dans un hôtel délabré de la ville de Compton, un hôtel servant de refuge temporaire et désespéré pour les sans-abri. Dans une hallucination scénaristique totale, elle a affirmé avec le plus grand sérieux que Michael Jackson, alors au sommet absolu de la gloire mondiale avec l'explosion sans précédent de l'album Thriller, résidait secrètement, incognito, à un autre étage de cet hôtel miteux et dangereux. Elle a eu l'incroyable culotte de déclarer sous serment devant les tribunaux stupéfaits qu'elle l'avait personnellement nourri par pitié profonde pour sa condition humaine soi-disant misérable.
Ce point de départ ubuesque, déjà en rupture totale et irréconciliable avec toute logique historique et factuelle, n'était en réalité que les frêles fondations d'un gigantesque édifice de folie beaucoup plus vaste et destructeur. Selon sa version des faits, la pop star planétaire aurait rapidement commencé à rôder de manière insistante autour de sa chambre d'hôtel misérable, lui prêchant des discours religieux obscurs et cherchant désespérément à exercer un contrôle mental coercitif sur elle. L'histoire ahurissante qu'elle racontait se complexifiait et devenait de plus en plus dramatique, invraisemblable et sombre au fil des années d'allégations. Elle prétendait que Michael utilisait divers déguisements sophistiqués pour l'espionner sans relâche en pleine rue, qu'il avait activement tenté de la kidnapper à plusieurs reprises en mobilisant des complices et qu'il avait finalement usé de techniques avancées de manipulation psychologique pour l'empreigner contre son gré sans même qu'elle n'en ait eu pleinement conscience sur le moment, menant inévitablement à la naissance non désirée d'un fils illégitime. Ces accusations d'une gravité pénale extrême ont forcé le système judiciaire américain à intervenir lourdement face à l'insistance maniaque de la plaignante. En octobre 1991, jouant à la perfection le rôle tragique de la victime persécutée avec une conviction terrifiante et inébranlable, elle est même parvenue officiellement à obtenir une ordonnance restrictive temporaire contre l'une des personnalités les plus surveillées, protégées et célèbres au monde, affirmant sans trembler qu'il l'avait violemment harcelée et agressée lors d'une fête mondaine du Nouvel An. Le harcèlement judiciaire s'est alors transformé en un bombardement systématique de plaintes civiles, de poursuites pénales pour agression, de demandes humiliantes de tests de paternité et de requêtes de dédommagement financier totalement délirants, chiffrés en millions. Pour l'entourage juridique de Michael Jackson et pour la star elle-même, déjà accablée par les pressions dantesques de l'industrie musicale, se défendre contre des allégations aussi absurdes mais publiquement dommageables nécessitait des ressources considérables en temps, en argent et une résilience psychologique hors du commun. Comment prouver irréfutablement son innocence face à une personne qui est si profondément convaincue de la réalité absolue de ses propres hallucinations qu'elle réussit à convaincre temporairement un juge par ses larmes feintes ou pathologiques? C'est le piège infernal et inévitable de la célébrité moderne. La notoriété planétaire attire inéluctablement les projecteurs éclatants et la lumière de ces projecteurs aveugle et attire inexorablement ceux dont la psyché est déjà profondément fracturée. Des années plus tard, lors des procès extrêmement médiatisés et destructeurs que Michael Jackson a dû affronter en 2005, l'histoire rocambolesque de Michelle Flowers a pris un tournant inattendu, presque surréaliste. Dans des déclarations non vérifiées mises en ligne après des décennies de litiges extravagants ayant coûté des fortunes incalculables en frais d'avocat et terni l'image publique de l'artiste, elle a fini par se rétracter publiquement, avouant de manière désinvolte que ses accusations passées n'étaient que des mensonges grotesques et des fabrications pures et simples nées d'un esprit dérangé. Elle est même allée jusqu'à défendre farouchement le chanteur contre d'autres accusations, affirmant que quiconque le croyait coupable était un fou incurable, prouvant de manière incontestable la nature cyclique, chaotique et fondamentalement imprévisible de son propre trouble mental sévère. Pour comprendre la véritable ampleur terrifiante de ce phénomène de harcèlement de masse, il faut d'ailleurs savoir que ces trois femmes, malgré la gravité extrême de leurs actes, n'étaient en réalité que la pointe émergée d'un gigantesque édifice effrayant. Les dossiers confidentiels du FBI, finalement déclassifiés et rendus publics en 2009 après la mort tragique du chanteur, ont révélé des centaines de pages glaçantes documentant des menaces de mort explicites et des enquêtes fédérales approfondies sur des dizaines de fanatiques anonymes tapis dans l'ombre. Par exemple, au cours de l'année 1992, le FBI a enquêté sur un homme dangereux du nom de Frank Paul Jones, totalement obsédé par la sœur de Michael Jackson. Cet individu perturbé a envoyé des lettres détaillées menaçant de commettre un meurtre de masse sanglant lors d'un concert de Michael et de l'assassiner personnellement si ses exigences n'étaient pas immédiatement satisfaites. Cet individu hautement dangereux avait même menacé de tuer le président des États-Unis de l'époque George H. Bush, démontrant à quel point la psychose complètement incontrôlable de ces individus était capable de cibler aveuglément les figures institutionnelles et culturelles les plus hautement protégées de la planète. L'environnement quotidien dans lequel évoluait Michael Jackson était donc sans aucune exagération un état d'urgence permanent, un niveau d'alerte maximale invisible au grand public qui épuiserait psychologiquement et physiquement n'importe quel esprit humain normalement constitué. Ces histoires glaçantes, bien que distinctes par leurs méthodes sournoises et leurs folies respectives,
suivent convergent toutes vers une même réalité tragique et inéluctable. Pour le grand public fasciné, Michael Jackson était une entité quasi divine, un demi-dieu intouchable, une créature de lumière scintillante qui lévitait au-dessus de la scène mondiale dans une pluie d'étincelles dorées. Mais une fois le lourd rideau de velours tombé, une fois les spades monumentaux vidés de leurs spectateurs hurlants et les lumières des projecteurs brusquement déteintes, l'homme fragile caché derrière la légende invincible se retrouvait prisonnier de sa propre aura incandescente. Il devait affronter dans le silence pesant et froid de la nuit la paranoïa légitime de savoir que quelque part dans l'obscurité insondable, des personnes étaient prêtes à absolument tout pour s'approprier un fragment de son existence, qu'un bien même cela impliquerait de le détruire physiquement et moralement. L'insomnie chronique sévère dont il a souffert en silence jusqu'à la toute fin de sa vie, la dépendance de plus en plus tragique aux puissants médicaments anesthésiants pour trouver l'oubli et un semblant de sommeil réparateur, son besoin irrépressible de se barricader derrière les grilles gigantesques et lourdement armées de Neverland, de s'entourer d'une armée de gardes du corps impitoyables et de dispositifs de vidéosurveillance tentaculaires, ne relevait en aucun cas d'une simple excentricité de diva capricieuse coupée des réalités de ce monde. C'était une question fondamentale de survie vitale. C'était la réponse viscérale d'un être humain terrifié par l'amour monstrueux, déformé et meurtrier qu'il suscitait bien malgré lui aux quatre coins du globe. Lorsque l'admiration passionnelle dépasse le stade de la simple passion musicale pour devenir une obsession clinique incontrôlable, le fanatique ne voit absolument plus l'idole comme un être humain doté de droits fondamentaux, de sentiments complexes ou d'un espace personnel inviolable. L'idole devient un vulgaire objet transactionnel, un réceptacle vide dans lequel le harceleur déverse sans aucune pitié ses propres fantasmes délirants, ses propres traumatismes d'enfance non résolus et ses propres désirs inassouvis de reconnaissance. Que ce soit à travers une arme à feu mortelle envoyée par simple courrier postal accompagnée d'un ultimatum macabre, une poursuite frénétique et ruineuse à travers les terminaux glacés d'aéroports d'Europe ou des décennies entières de procès civils mensongers, diffamatoires et financièrement destructeurs, ces personnes n'ont pas seulement franchi les barrières de sécurité physique imposées par les gardes du corps, elles ont violé l'intimité psychologique et l'âme même de l'artiste de génie. Elles ont fait de son existence quotidienne un véritable labyrinthe d'anxiété, de doute et de peur viscérale où chaque ombre projetée sur un mur pouvait cacher une nouvelle menace mortelle. En se penchant attentivement sur ces destins croisés, sombres et tragiquement absurdes, on en vient à se poser inexorablement cette question profondément troublante. Jusqu'où l'être humain est-il véritablement capable d'aller au nom d'un soi-disant amour qui n'existe absolument nulle part ailleurs que dans les méandres de sa propre tête malade? Et surtout, au fond de nous-mêmes, qui voudrait véritablement hériter de la couronne lourde et scintillante du roi de la pop s'il savait pertinemment que l'on doit porter éternellement avec elle le fardeau écrasant d'une terreur de chaque instant, d'une menace invisible tapie dans l'ombre de chaque applaudissement retentissant. La face cachée du succès le plus éclatant, le plus retentissant et le plus documenté de notre époque moderne révèle des ombres d'une profondeur abyssale, nous rappelant cruellement à travers le prisme de ces destins brisés par la folie obsessionnelle que derrière chaque cri d'hystérie collective dans un stade bondé, le silence glacial qui s'ensuit dans une intimité de chambre d'hôtel est parfois, de très loin, le son le plus effrayant et le plus mortel au monde.